Nous savons peu de choses sur Peter Bruegel. Né probablement peu avant 1530, il vit à Anvers, voyage en Italie, se marie, puis habite Bruxelles et meurt en 1569. C'est à peu près tout ce qu'il ressort des documents. Peut-être s'agit-il ici d'un autoportrait. Là encore, nous n'en sommes pas sûrs. Tout ce que nous savons avec un minimum de certitude, c'est comment ce presque inconnu voyait le monde, son monde, 400 ans avant notre époque. Du temps de Bruegel, l'Europe était bien moins peuplée. Elle comptait environ 70 millions de personnes, l'équivalent de la République fédérale allemande. Vu de notre fenêtre, l'Europe nous aurait donc semblé bien vide. Entre les villes, bourgs et villages, on se sentait plutôt seul et guère rassuré. Dans les bourgades elles-mêmes, en revanche, on vivait les uns sur les autres, dans les bourgades, mais aussi et surtout dans les maisons. La cheminée, c'est-à-dire le foyer, était le point central de chaque maison. L'homme qui dort à côté de la cheminée doit représenter l'apôtre Jean. D'après une vieille légende, Jean aurait vu en rêve la mort de Marie entourée de tous les saints et des apôtres. Bruegel a transposé cette scène de légende dans une pièce de son époque. Nous ne sommes pas chez de pauvres gens, comme en témoigne le manteau de la cheminée et les dimensions du lit. Un lit de cette taille accueillait normalement plusieurs membres d'une même famille. Celui qui n'y trouvait pas sa place se voyait attribuer un sac de paille. En ce temps-là, on ne disposait pas d'un lit par personne. Il n'y avait en général tout bonnement pas assez de place. On couchait sur la paille, même dans un lit, c'est-à-dire qu'on dormait sur la dure. Dure aussi la position assise. Certes, on connaissait déjà les fauteuils, comme on peut le voir ici sur une autre gravure de Bruegel, mais on ignorait les sièges rembourrés. On n'avait pas encore inventé les meubles capitonnés. Peut-être un tel détail n'offre-t-il guère d'intérêt à qui ne se passionne que pour l'histoire politique, mais en ce qui nous concerne, les tableaux de Bruegel nous racontent aussi la vie au jour le jour des gens de cette époque, et la question de savoir si les chaises étaient dures ou confortables, si l'on était à l'aise ou non, revêt alors une certaine importance. À côté du lit, la table, couverte de victuailles. Cette proximité de la table et du lit n'avait rien d'inhabituel. On mangeait là où c'était le plus pratique, en général près du feu. La séparation en salle à manger, salle de séjour et chambre à coucher n'était pas encore entrée dans les mœurs. Toutes les pièces avaient la même attribution. Cette multiplicité de l'usage apparaît plus nettement sur le tableau suivant. L'appartement de ce petit paysan se compose d'une seule pièce, et dans une autre partie de la maison se trouve le bétail. Ici donc, on cuisine, on mange, on travaille et on reçoit les hôtes de marque. Chez le visiteur, les choses ne sont d'ailleurs guère différentes. Chez lui aussi, plusieurs personnes vivent dans un espace restreint. Chez lui non plus, il n'est pas possible de s'isoler. Le domaine privé, cette sphère d'intimité si importante pour nous sur notre continent surpeuplé, était alors inconnue. Ici, on bat le beurre. La femme à l'enfant est assise près d'un feu dont la fumée, attirée par un trou ménagé dans le toit, s'échappe dans la nature. Et comme on était à l'étroit dans la plupart des maisons, petites et enfumées, on vivait, autant que possible, au dehors, même en hiver. Dans la rue, sur la place du marché, sur la glace. On allait se coucher peu après la tombée de la nuit. Dans les maisons, les chandelles de suif ne dispensaient guère plus de lumière
que ce que nous considérerions aujourd'hui comme des veilleuses. À ce stade de la civilisation, le mode de vie des gens était plus proche de celui des animaux que ce n'est le cas pour nous. Ils vivaient en étroite symbiose avec eux, suivant le rythme des jours. Dans une autre partie du village, des tours tombent en ruine. Elles font partie d'un château qui a perdu sa fonction. Au XVIe siècle, ce ne sont plus de petites troupes de chevaliers qui s'affrontent, mais des bataillons de mercenaires armés de mousquets et de canons contre lesquels les châteaux forts n'offrent plus aucune protection. À côté des deux adultes, un enfant fait de la luge. On ne voit pas exactement si cette luge a été construite en bois ou bien, et c'était tout aussi courant, avec les mâchoires d'un bœuf ou d'un cheval. Des gens sur la glace, un château en ruine, une place du village en hiver, un coucher de soleil. Mais ce tableau d'un village flamand nous raconte également une histoire biblique. Cherchez et vous la trouverez. Cette femme emmitouflée sur son âne, c'est Marie. Derrière elle, Joseph mène le célèbre bœuf. Ils viennent pour se faire recenser. Ils entrent dans une Bethléem hivernale et bien flamande. À la fenêtre d'une auberge, les fonctionnaires de l'autorité. Aux Pays-Bas, en ce temps-là, l'autorité c'était Philippe II, l'empereur habsbourgeois, dans sa lointaine Espagne. À droite, sur le mur de l'auberge, un écusson frappé de l'aigle à deux têtes des Habsbourg. Celui qui se fait recenser doit verser de l'argent. Il s'agit peut-être d'une taxe de recensement, peut-être d'un impôt. On ne recensait alors que pour la perception des impôts, et l'on ne faisait pas le décompte des personnes, mais celui des cheminées, c'est-à-dire des foyers. On n'enregistrait ni le nombre d'enfants, ni celui des membres de la famille, ni celui des employés de ce foyer, aux grandes dames des futurs démographes. Et comme nous ne sommes pas dans la Bethléem juive, mais dans un village de paysans flamands, on abat des cochons pour les fonctionnaires, comme c'était d'ailleurs l'usage au début de l'hiver. Au moment de l'abattage, les cochons pesaient environ un tiers de moins qu'aujourd'hui. Ils étaient alors plus proches des sangliers que de nos produits d'élevage et de croisement. Revenons-en au travail des paysans. Au XVIe siècle, les Flandres appartenaient à ces régions d'Europe marquées par l'aisance et le progrès. Le symbole du progrès était la faux. Jusqu'alors, on ne s'en servait que pour faire les foins. Les céréales étaient coupées à la faucille. Tenant d'une main une poignée d'épis, on les coupait à la faucille en haut de leurs longues tiges pour les jeter ensuite dans un récipient quelconque. Cela prenait du temps. Le travail à la faux est plus rapide, mais les céréales tombent au sol et l'on perd plus de grains. Nous dirions aujourd'hui que l'introduction de la faux est une mesure de rationalisation. Une mesure de rationalisation entraînant une certaine perte de matières premières. La faux était un instrument que seuls les hommes pouvaient manier, à l'inverse, par exemple, de la faucille. Pourtant, quand hommes et femmes accomplissaient le même travail au champ, les hommes étaient mieux payés. Ils percevaient à peu près le double. Le problème du salaire inégal ne date pas d'aujourd'hui. Quant aux raisons de l'époque, on en est réduit aux conjectures.
Elles sont sans doute liées à la position de l'homme, chef et essentiel soutien de la famille. Peut-être reposait-elle aussi sur le vieux préjugé biblique selon lequel l'homme constituerait la meilleure partie de l'humanité. Encore un mot sur la faux. Son introduction s'est heurtée à une certaine résistance. Il ne restait en fait de chaume que de courtes éteules. Or, selon une vieille coutume, les longues tiges de chaume, ainsi que toutes les mauvaises herbes qui les entouraient, servaient de fourrage aux troupeaux qui paissaient sur les communaux. La faux sonnait donc le glas de ce bien commun qu'étaient les chaumes longs, et c'est pourquoi de nombreux paysans étaient contre. Dans ce lointain exemple, d'anciennes conventions s'opposent à l'introduction de méthodes de travail plus rationnelles. Dans la première moitié du XVIe siècle, l'agriculture flamande se portait bien dans l'ensemble, de même que la plupart des paysans, comme en atteste ce tableau, à l'inverse de bien des régions allemandes. Dans l'Allemagne moyenne et méridionale, les paysans se soulevaient contre les seigneurs féodaux, rien de tel aux Pays-Bas. Pas d'armée de paysans, pas de troupes de chevaliers et de mercenaires, pas de mise à sac, pas de massacre. Il y avait bien quelque agitation religieuse, et les représentants du catholicisme, la religion d'État, tentaient de réprimer les disciples des nouvelles religions, c'est-à-dire des luthériens, calvinistes et anabaptistes. Mais cela ne revêtait jamais un caractère de guerre paysanne. Si les paysans ne se soulevaient pas dans les provinces néerlandaises, c'est que leur sort était meilleur que celui des paysans allemands. Ils étaient plus libres. Le servage avait été aboli par la loi. Ils n'avaient pas besoin de demander la permission du propriétaire terrien quand ils voulaient marier leur fille et leur fils. Ils n'étaient redevables ni d'une quelconque corvée, ni de présents obligatoires. C'était, quand ils n'étaient pas eux-mêmes propriétaires, des fermiers libres. Comparé aux conditions de vie européennes, un tel degré de liberté personnelle, ainsi que le fait que, sous la domination catholique, d'autres religions pouvaient s'épanouir, témoignent du libéralisme qui régnait alors aux Pays-Bas. Cette attitude libérale fut l'une des raisons qui permirent le bien-être et le progrès, mais ce libéralisme fut aussi la cause du déclin. Nous y reviendrons plus tard. Si par rapport à leurs voisins allemands, la majeure partie des paysans vivaient plutôt bien, il n'en allait pas forcément de même de ceux qui, domestiques ou journaliers, travaillaient pour eux. Ils formaient le plus souvent une sorte de prolétariat agricole errant, pour lequel aucun propriétaire terrien ne se sentait socialement responsable, puisqu'ils étaient libres. Leur sort était également plus difficile que celui des artisans citadins. Le salaire horaire des compagnons artisans était presque 2 fois plus élevé que celui des ouvriers agricoles. On accédait à toutes les branches de l'artisanat par le biais de l'apprentissage, tandis que les ouvriers agricoles n'avaient pas de qualification. En ville, presque tous les artisans savaient lire et écrire, alors que la majorité des paysans étaient analphabètes en raison du manque d'écoles dans les campagnes. La différence de niveau entre ville et campagne se reflétait dans les salaires, mais aussi dans la formation. Et quand je dis que la vie était douce aux paysans de Flandre, disons qu'elle était relativement douce. C'est en 1565 ou 1566 que Bruegel brossa ce tableau de fenaison. Prairies et villages sont à l'image des Flandres d'alors. Quant à l'arrière-plan avec ses monts et ses rochers, ce sera sans doute un souvenir du voyage que Bruegel fit au-delà des Alpes. Il n'était pas seulement courant qu'un artiste se rendît en Italie. Les Italiens, eux aussi, venaient nombreux pour visiter les Pays-Bas, si avancés.
L'un d'entre eux rédigea un récit de voyage qui fut aussitôt transposé en allemand. L'homme s'appelait Ludovico Guicciardini, et voici le titre de l'édition allemande. Description véridique des Pays-Bas et de tous les paysages qui s'y trouvent, ainsi que de bien des choses remarquables, du très honorable et excellent sieur Louis Guicciardini de Florence. Au très puissant roi d'Espagne, l'ouvrage est donc dédié à Philippe II, l'empereur habsbourgeois. Dans son livre, l'Italien vante les innombrables prairies si herbeuses et toutes les bêtes qui y paissent. Prairies et pâturages sont bien plus vertes et bien plus belles que les nôtres en Italie. Et grâce au climat clément et bon, tous ces animaux sont si doux que c'en est admirable. Reste à savoir si le climat exerçait effectivement une influence aussi favorable. Le fait est que les paysans néerlandais avaient beaucoup de bétail. Les Pays-Bas et l'Angleterre étaient alors les pays d'Europe dont le cheptel était le plus important. Ces deux pays exportaient du fromage et de la viande, parfois aussi des taureaux étalons. Pour réussir un bon élevage, il faut avoir la paix. Lorsque les armées traversent un pays, elles ont l'habitude de s'approvisionner dans les campagnes. Le bétail est difficile à cacher, plus difficile que les réserves de blé. Et il faut des années pour reconstituer un élevage. Bruegel exécuta ce tableau à la même époque que les fenaisons que vous venez de voir, en 1565-1566. Aux Pays-Bas, la fin des paisibles décennies de paix était proche. 1565, l'année où le comte d'Egmont, l'un des dirigeants du pays, se rendit à Madrid pour prier sa très puissante majesté catholique de bien vouloir user de plus de patience envers les protestants. Réponse de Philippe, plutôt sacrifier 100 000 hommes que de reculer d'un pouce dans la persécution des hérétiques. Et Philippe tint parole. Mais revenons-en au quotidien dans les campagnes. Ceci est un masque d'apiculteur. En ce temps-là, l'apiculture n'était pas un métier en soi, mais une occupation accessoire pratiquée par la plupart des paysans. Au XVIe siècle, l'apiculture transhumante était une nouveauté, et là encore, les Néerlandais furent parmi les premiers à la pratiquer. Les ruches, fermées à l'aide d'une toile, étaient transportées de nuit, par voiture ou par bateau, jusqu'à leur nouvel emplacement. Un aide, en général un jeune garçon, que l'on voit ici perché en haut de l'arbre, devait poursuivre les abeilles en train d'essaimer et donner l'alerte avec des récipients métalliques. Telle était la démonstration du droit de propriété. Le vol d'abeilles, sévèrement réprimé, était cependant très répandu. À l'automne, les abeilles étaient sacrifiées. On bouchait toutes les ouvertures, on plaçait la ruche sur une auge pleine de braise, les abeilles mouraient asphyxiées. Le miel fondait et on le récupérait. Il y avait alors manifestement tant d'abeilles dans les bois qu'au printemps, les apiculteurs paysans pouvaient aisément se procurer de nouveaux essaims. La présence d'une église dans ce tableau n'est certainement pas le fait du hasard. La ruche, avec sa reine, était souvent utilisée comme symbole de l'église catholique. Aujourd'hui encore, on dit d'un lieu où l'on travaille beaucoup que c'est une ruche. À cette époque, les abeilles étaient réputées non seulement travailleuses, mais aussi particulièrement propres. Dans certaines contrées d'Europe, on avait coutume de mener les filles à marier devant une ruche. Celles qui ne se faisaient pas piquer ne pouvaient être que de vraies jeunes filles. Les abeilles jouaient alors un rôle beaucoup plus important qu'aujourd'hui dans le langage, dans la pensée, dans la superstition, dans la vie quotidienne.
les chandelles en cire d'abeille éclairaient mieux que les autres. Le miel était l'édulcorant le plus répandu. Seuls les riches pouvaient s'offrir le sucre de canne importé d'Amérique du Sud, et le sucre de betterave ne fut découvert que 100 ans plus tard. Les sucres de canne et de betterave ont mis fin à la grande époque de l'apiculture. À droite, à l'image, un trébuchet. On répandait des graines sous la planche, on tirait sur la ficelle, ce qui faisait tomber le bâton de côté, et la planche se rabattait sur les oiseaux. Tout comme le miel, les oiseaux sauvages faisaient bien plus souvent qu'aujourd'hui partie de l'ordinaire. Dans presque toutes les contrées d'Europe, la chasse était réglée par des règles très précises. Elle était le plus souvent réservée à la noblesse, tout du moins la chasse au gros gibier. La chasse était l'un des rares loisirs que les nobles pouvaient pratiquer sans déchoir. Pour les paysans, c'était plutôt une nécessité, surtout en hiver. Ceux-ci sont épuisés. Au tableau de chasse, un renard qui pend sur l'épaule de l'homme que l'on voit entre les arbres. Devant la maison, sur le feu, on grille du blé en épi. Voici une auberge. Les auberges étaient des lieux malfamés, logements de fortune pour les étrangers, les soldats démobilisés et les étudiants errants. Ce n'était en tout cas pas un lieu de rencontre pour gens honnêtes et sédentaires. L'enseigne brinque-ballante est un signe de désordre. Les chasseurs ne s'y arrêtent pas. Ils ne font que passer. En bas, à droite, un moulin à eau dont la roue est verglacée. Les moulins avaient mauvaise réputation, eux aussi. On disait que l'on y trompait beaucoup tandis que le grain se moulait et que c'était souvent des lupanards. Un rapport de Hambourg évoque, parmi les diverses formes de prostitution, celle qui avait lieu dans les moulins. Et un règlement de police de Brunswick de 1573 interdit expressément la pratique de l'adultère dans les moulins d'État à toute personne venant y faire moudre son grain. Pour nous, ce tableau avec ses chasseurs, ses paysans glissant sur la glace et son trébuchet respire la paix. C'est un paysage de neige, idyllique. Les contemporains de Bruegel, eux, voyaient cela d'un autre œil. Ils savaient que l'hiver était pour beaucoup une période de disette. Ici, les chasseurs ne rapportent qu'un renard. Et de part et d'autre de l'image, l'auberge à gauche, le moulin à droite, sont nichés, inquiétant le désordre et la calamité. Bruegel a consacré une série de gravures aux vertus, et l'une d'entre elles à la clairvoyance. Elle est symbolisée ici par un personnage féminin. Elle regarde dans un miroir, car la connaissance de soi fait partie de la clairvoyance. Elle porte une passoire sur la tête pour séparer le bon grain de l'ivraie. Elle soutient un cercueil de son bras, car elle réfléchit à la finitude. Tout autour de cette figure allégorique, Bruegel a organisé des scènes décrivant dans quelle situation, à son époque, la clairvoyance était particulièrement nécessaire. Dans le contact avec le feu, par exemple, seau, crochet et échelle sont des instruments qui servent à l'éteindre. Le malade doit faire son testament afin que la discorde ne surgisse pas parmi ses descendants. On ne jette pas l'argent par les fenêtres, on le garde dans des coffres. Et l'on ferait aussi bien de réparer à temps la maison qui menace de s'écrouler. Voici pour le côté gauche de l'image. Tout ce qui se passe à droite peut être classé sous un seul et même concept, amasser des provisions. On entasse le bois de chauffage sous le toit, on rentre les vivres à la maison, un peu de tout, mais pas de pommes de terre, encore inconnues en Europe. On abat du bétail et on sale la viande.
La boîte qui est sur la table contient du sel. On en frotte les morceaux de viande pour les placer ensuite dans la grande cuve. L'essentiel de la clairvoyance consiste donc à faire des provisions. La vaste place que Bruegel réserve sur ce tableau au ravitaillement montre combien cette activité était importante et même vitale pour la population. Aussi importante que pour des animaux sauvages. Le personnage en souquenille tient une tirelire à la main. La cuillère toute droite dans le blanc mangé signifie que la bouillie est épaisse. Elle tient au corps, on a de quoi manger quand on a été prévoyant, clairvoyant. Il était donc malaisé de se procurer toute l'année les produits de première nécessité. La difficulté ne provenait pas seulement des méthodes limitées de conservation, mais aussi des moyens de transport, des possibilités réduites de livrer les denrées alimentaires là où on en avait besoin. C'est le cheval qui imprimait son rythme. En ce temps-là, les routes étaient mauvaises et peu sûres. Le marchand devait louer les services d'une escorte et payer en plus des droits aux frontières. Tout ce qu'il fallait transporter était cher. La plupart des cours d'eau ensablés n'étaient alors pas navigables. Ce n'est que plus tard qu'ils feront partie des principaux moyens de transport. 3 chevaux halent un navire, détail d'une gravure représentant un paysage et sur laquelle nous ne nous attarderons pas. Ce qui nous intéresse, c'est le commerce, notamment avec les pays lointains. Il prend un incroyable essor, et cet essor est l'un des signes avant-coureurs d'une ère nouvelle. On avait découvert la voie maritime des Indes, contournant l'Afrique, on avait découvert l'Amérique, on armait des flottes et on les lançait au-delà des mers. Les nouvelles voies maritimes créaient de nouvelles métropoles commerciales. Lisbonne est florissante, et Anvers encore plus. La fièvre de la construction saisit la ville. Et Ludovico Guicciardini, notre agent de renseignement, raconte. Anvers compte au jour d'aujourd'hui quelques 13 500 maisons. Il poursuit, la place de 500 autres est déjà choisie, si bien que si la ville continue de s'étendre de la sorte, elle sera bientôt remplie. Et le chiffre de 15 000 maisons, chacune avec son jardin d'agrément, la fera bientôt compter parmi les plus grandes cités d'Europe. Anvers n'est pas seul à s'étendre. Hambourg voit le nombre de ses habitants doubler, de même que Danzig et Augsbourg, la ville des banquiers Fugger. Toutes ces villes doivent leur croissance au transport commercial. Anvers, avec ses quelques 100 000 habitants, devient l'une des premières métropoles commerciales d'Europe. Et si Peter Bruegel travaille précisément dans la ville commerciale et portuaire d'Anvers, c'est certainement aussi pour des raisons économiques. Là où il y a de l'argent, il y a aussi du luxe, les orfèvres, les diamantaires, et justement, les artistes en profitent. En profitent aussi, par exemple, les ouvriers du bâtiment, ceux qui fournissent le bois et la pierre, mais aussi ceux qui montent les grues. Voici une grue à tambour, comme on en voyait alors sur les quais et les places de marché. Elle est actionnée par les hommes qui marchent dans le tambour. La grue fait partie d'un tableau où Bruegel nous montre la construction de la tour de Babel. À gauche de la tour, une ville qui ressemble à Anvers. Sans doute a-t-il vu un rapport entre l'érection de la tour et sa ville, peut-être tout simplement parce que ce sont deux variantes de la fièvre bâtisseuse. Mais peut-être aussi l'essor de sa ville lui paraissait-il tout aussi menacé que la tour. Menacé parce que la nouvelle richesse
ne repose plus sur la propriété foncière comme jadis. Au Moyen Âge, seul le seigneur féodal était riche. Il possédait les châteaux, les villages et les champs. Mais aujourd'hui, il y a dans les villes des gens beaucoup plus riches que les comtes, les princes et les rois. Ils se sont enrichis grâce au commerce, et ce qu'ils possèdent, c'est de l'argent. Pourtant, la valeur de l'argent ne se voit pas, ne se comprend pas, et l'argent peut s'évanouir aussi vite que l'éclair. Aussi, ce système de valeurs est-il pour beaucoup difficile à saisir, inquiétant, suspect, condamné à l'échec, tout comme la construction de la tour de Babel. Bruegel a consacré l'une de ses gravures les plus intéressantes à l'importance croissante de l'argent. Elle représente la lutte, les tirelires, des coffres d'argent et des sacs d'or. Ce ne sont pas des chevaliers qui se battent, mais des masses d'argent. On pourrait penser que Bruegel a réellement voulu représenter ici la nouveauté, les débuts d'un système qui s'appellera plus tard le capitalisme. Un inconnu a recopié cette gravure sous une forme simplifiée et l'a reproduite. Il en fit un tract contre les usuriers, contre cet aspect de la nouvelle économie de l'argent auquel les petites gens étaient les premiers à se heurter. Revenons-en à la campagne et aux paysans. Les paysans néerlandais étaient célèbres pour leurs fêtes. Guicciardini, notre écotier italien, ne manque pas d'en parler. Les paysans, dit-il, préparent de grands banquets et ils se régalent en saveur et en abondance, car ils ont, de part de leur nature, un penchant pour la volupté et les plaisirs. Et ce penchant pour la volupté et les plaisirs est si fort qu'ils n'hésitent pas à parcourir 25, 30, voire 40 milles s'il le faut pour répondre à une invitation à festoyer et à s'amuser. 40 milles, environ 60 kilomètres, cela fait 2 bons jours de voyage. Cette danse paysanne fut peinte vers 1567. En cette même année, Philippe II, à Madrid, levait une armée pour l'envoyer aux Pays-Bas. Les frontières françaises lui étant fermées, elle traversa la mer Méditerranée jusqu'à la côte italienne. Une fois en Italie, l'armée franchit les Alpes, puis traversa la Bourgogne pour atteindre les Pays-Bas. Cette armée devait aider à lutter contre les hérétiques. Plutôt sacrifier 100 000 hommes que tolérer l'hérésie aux Pays-Bas,
avait dit le très catholique Philippe. Mais il n'y avait pas que la ferveur religieuse. Le catholicisme était religion d'État, et toute résistance contre l'Église catholique était donc aussi résistance au pouvoir de Philippe. C'est le duc d'Albe qui commandait les troupes espagnoles. On l'appelait Albe le Noir, parce qu'il était le plus souvent vêtu de noir, mais aussi parce que, membre de l'Inquisition, il avait une réputation de grande dureté. Sur ce tableau, le cavalier noir voit quelqu'un tomber de cheval devant lui. D'après le titre de l'œuvre, c'est Saül, le personnage de la Bible, qui est à terre. Saül le pharisien, que la chute et l'émotion transformeront en Saint Paul, en disciple du Christ. Bruegel traduisait ici l'espoir de bien des Néerlandais, l'espoir d'un miracle. Qu'Albe, le Saül espagnol, se changea en un Saint Paul néerlandais. Mais le duc d'Albe ne change pas. Son arrivée annonce la fin de la paix et de la grande époque des Pays-Bas. L'une des raisons à l'essor des Pays-Bas avait été le libéralisme, la liberté d'agir en matière d'économie, d'entreprise et de pensée. Mais cette ère de liberté fut aussi à l'origine du déclin. Il soufflait trop fort pour Philippe, qui manda son armée. Le cavalier noir et ses guerriers se tiennent sur la place d'un village néerlandais. Ils regardent les soldats qui mettent à sac et assassinent. Ce ne sont ni des malfaiteurs ni des criminels qui sont tués, mais des innocents, des enfants. Bruegel peint ici le massacre des enfants de Bethléem. Tout comme la conversion de Saül en Saint Paul, il a recours à une histoire biblique pour prendre position politiquement. On peut du moins supposer qu'il veut prendre ici position, sans en être tout à fait sûr. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il n'aurait jamais pu peindre réellement les tortures et les exécutions du bain de sang auquel présida le duc d'Albe. Ça aurait été signé un arrêt de mort, le sien. Quoi de plus évident que de dénoncer alors publiquement les guerriers de l'Église avec des images bibliques. La pie sur le gibet, daté de 1568, est l'un des derniers tableaux de Bruegel qui meurt l'année suivante. L'étendue de la terreur, le délabrement économique, le soulèvement des Néerlandais contre le pouvoir d'État et les troupes d'occupation, tout cela, Bruegel ne le verra pas. Bruegel aurait légué par testament ce tableau à sa femme. Un des premiers biographes de Bruegel, presque son contemporain, pense que la pie jacasse représentait les commères. Il aurait voulu la voir pendue parce qu'elle en envoyait d'autres à la potence. La dénonciation eut en effet un rôle dévastateur sous le duc d'Albe. Ce biographe de la première heure raconte aussi que Bruegel avait fait brûler plusieurs de ses tableaux avant sa mort, des tableaux satiriques, des caricatures, afin de ne pas créer de difficultés à sa veuve. Il ne faisait pas bon être ironique en ce temps-là. La pendaison a toujours été considérée comme un mode d'exécution particulièrement infamant. Les potentats espagnols et catholiques s'en servaient pour humilier leurs antagonistes. D'après un édit spécial, tous les soi-disant hérétiques devaient mourir par pendaison. Même les nobles, dont le privilège était pourtant de mourir par l'épée. Avec ce tableau, Bruegel illustre aussi deux façons de parler. L'une d'elles, engraisser la potence, ici chier sous la potence, renvoie au défi des hommes au pouvoir. L'autre expression dit aller à la potence en dansant.
c'est-à-dire ne pas se rendre compte du malheur qui vous attend. Bruegel était manifestement d'avis que nombre de ses compatriotes étaient bien inconscients. Et avec ce tableau, il les avertit à sa façon. Il les prévient que c'en est maintenant fini de la belle vie et de la paix dans le pays. Fini le bien-être, fini la tolérance libérale qui fit la grandeur des Pays-Bas. Le bois du gibet est dressé.